Jean-Charles Banoun, bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualité. Alors je le disais, nos auditeurs vous connaissent bien parce que vous êtes le présentateur vedette des informations sur i24 News, du journal du soir sur i24 News. Mais ceux qui ne le savent pas obligatoirement, c'est que vous étiez, avant de venir en Israël, vous étiez le directeur du département des sports d'Europe 1 pendant de longues années. Et donc, et en tant que supporter, on va dire, inconditionnel de football, je ne dis pas de quelle équipe pour l'instant, mais supporter inconditionnel, vous avez couvert plusieurs Coupes du Monde. Alors la première question que je vous pose au lendemain de cette inauguration de cette Coupe du Monde à Moscou, d'abord, quelle est l'atmosphère qui règne dans ce genre dans ce genre d'événement international ? C'est très festif parce que on sent vraiment qu'il y a un rendez-vous pour tous les amateurs de football, mais on sent tout de suite qu'on est dans un cadre mondial, c'est-à-dire que vous rencontrez immédiatement, quand vous arrivez sur un match d'ouverture ou une cérémonie d'ouverture comme hier, vous rencontrez des gens qui viennent du monde entier. Et donc là, vous avez compris tout de suite que vous êtes à un rendez-vous planétaire et que tous les amoureux de foot sont là pour faire vivre un bon moment, vivre une belle fête du football. Et en général, on ressent cette atmosphère dès qu'on met le pied autour d'un stade de Coupe du Monde. C'est quelque chose d'assez particulier. On voit pas ça ailleurs quand on va voir un match de foot en Europe ou un match de championnat de France. C'est totalement différent. C'est même différent, par exemple, d'une finale de la Coupe d'Europe ou de l'Euroleague, comme on en a vécu il y a quelques jours avec Madrid. Ouais, c'est une dimension supplémentaire. Vraiment, on sent que là, les gens vraiment attendent ça dans le monde entier, qu'il y a une espèce de communion. Uh-huh. Et il y a aussi beaucoup de supporters évidemment des équipes qui sont là. Donc ça, c'est un peu ce qu'on voit dans chaque match. Mais la dimension mondiale, on la ressent tout de suite, vraiment. Alors, un mot sur ce mondial. Vous avez assisté, je suppose, si vous avez pu le faire, à la cérémonie inaugurale et au premier match. Le fait que le mondial se tienne à Moscou, on a un souvenir pas tout à fait positif de ce qui s'est de grands événements de ce type à Moscou, puisque les Jeux Olympiques à Moscou en 1980, si je ne m'abuse, avaient été boycotté. Le fait que ça soit à Moscou, ça alterne quelque peu la joie ou l'ambiance, l'atmosphère festive dont vous parliez. C'est vrai qu'il y a une tension internationale qui rejaillit sans doute. Alors, on sait par exemple que les Britanniques ne vont pas envoyer dans cette Coupe du Monde de représentants officiels parce que il y a eu cette affaire d'empoisonnement en Grande-Bretagne. Donc tout ça rejaillit. Mais hier soir, en même temps, je trouve qu'on a eu une belle image pour le premier match. C'est-à-dire qu'on avait dans la tribune officielle Vladimir Poutine, qui est un allié de l'Iran, comme on le sait, côte à côte avec le prince Mohammed bin Salman d'Arabie Saoudite, qui est l'ennemi de l'Iran. Donc ça donne lieu aussi. Il y a eu une poignée de main assez chaleureuse entre eux. Voilà, le football parfois peut aussi rapprocher. Bon, alors c'est sûr que c'était facile pour Poutine parce qu'ils ont gagné 5-0 à la fin, donc ils pouvaient facilement avoir le sourire. Mais bon, il y a aussi parfois, grâce au sport, des rapprochements inattendus. Alors, pour nous, on va dire, supporters israéliens, toujours un petit peu frustrés, la grande déception, c'est de voir tous les 4 ans la sélection israélienne ne pas parvenir à se faire sélectionner, c'est-à-dire à franchir, on va dire, les éliminatoires. Et la question que l'on se pose, et je vous demande ça en tant qu'expert, on va dire, vous qui vivez en Israël depuis maintenant 5 ans, comment expliquer qu'une équipe comme l'Islande aujourd'hui soit au mondial et que les Israéliens ne parviennent pas à y être? Bon, déjà, il y a une particularité géopolitique, c'est que les Israéliens ne peuvent pas jouer dans la zone géographique où ils se trouvent. C'est-à-dire qu'ils pourraient jouer dans la zone Asie ou même dans la zone Afrique, mais c'est pas possible parce que il y a des problèmes évidemment relationnels avec les pays arabes. Et donc, du coup, ils sont obligés de jouer dans la zone Europe, et c'est beaucoup plus compliqué parce que la zone Europe, c'est la plus difficile au monde. Et c'est particulièrement compliqué de se qualifier dans des groupes, même quand on peut espérer être deuxième. Là, cette année, si vous regardez le groupe où était Israël, c'était injouable. Il y avait l'Espagne et l'Italie. Donc finalement, l'Italie n'est pas au mondial, mais c'était pas possible pour une nation comme Israël. Alors l'Islande, c'est un miracle un petit peu particulier. Peut-être qu'un jour Israël le vivra aussi. C'est-à-dire que là, ils ont une génération assez exceptionnelle de joueurs pour une île aussi petite. C'est assez incompréhensible, mais en même temps, ça peut arriver.
le problème d'Israël aussi, il y a un problème structurel, c'est qu'on sait qu'ici il y a un problème de formation des joueurs qui est pas au niveau. Ouais. C'est ça. Je pense que si je me trompe pas, si je dis que vos enfants sont dans des clubs israéliens aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la formation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à produire de véritables, on va dire, ou des individualités, des vedettes, ou alors même tout simplement, il y a une mentalité en Israël qui se prête pas particulièrement à une compétition à ce très haut niveau. C'est-à-dire que c'est un problème qu'on règle ça quand on est justement chez les jeunes dans des centres de formation où il y a un modèle qui prépare au haut niveau très jeune. Et c'est pas le cas à mon avis ici. Il y a peut-être un club qui est un petit peu au-dessus des autres, c'est le Maccabi Tel Aviv dans ce domaine, qui a fait de gros efforts en engageant par exemple sous l'égide de Jordi Cruyff, qui est l'école néerlandaise un petit peu. Ils ont fait venir des formateurs des Pays-Bas. Donc ils essayent de structurer comme on le fait en Europe depuis très longtemps. Et c'est que comme ça qu'on aura des résultats, mais il faudrait le faire à l'échelle de tout le pays. C'est pas possible de le faire à un club ou deux tant qu'il y aura pas, mais ça demande de l'argent et malheureusement il y a des petites villes en Israël qui ont des clubs qui jouent en première division qui n'ont pas les moyens de se structurer comme ça. Donc c'est un problème duquel il faudra un jour se saisir si on veut vraiment qu'Israël un jour soit présent dans des grandes compétitions de foot. Mais enfin on l'a fait pour le basket, ça donne quand même des résultats, pourquoi pas pour le foot un jour. Alors, à défaut de l'équipe israélienne, sélection israélienne, eh bien, on va se reporter sur la sélection française, n'est-ce pas, Jean-Charles? Quelles sont ses chances de franchir, en tout cas, les premières poules et d'arriver plus haut, bien plus haut? Alors pour la France, cette année il y a une vraie inconnue, mais en même temps il y a un enthousiasme qui est assez sympathique autour de cette équipe parce qu'elle a beaucoup de talent. Il y a des joueurs comme Pogba qui est une star, qui est le joueur français le plus cher de l'histoire, qui joue à Manchester United, mais qui est très jeune encore, qui est considéré comme un talent incroyable. Il y a Griezmann qui lui est un peu plus expérimenté, qui a fait une saison formidable avec l'Atlético Madrid. Il y en a deux ou trois autres comme ça dans l'équipe qui, comme Dembélé qui joue à Barcelone, sont des jeunes qui ont beaucoup de talent. Maintenant, ce qu'on se demande, c'est si elle peut avoir cette maturité pour éclore là maintenant dans cette Coupe du Monde où il y a quand même des équipes expérimentées comme le Brésil, l'Argentine et l'Allemagne qui elles ont une moyenne d'âge un peu plus expérimentée, qui peuvent, à mon avis, être supérieures. Mais la France peut imaginer aller très loin et par exemple en demi-finale. C'est après tout est possible, mais il y a une possibilité vraiment et c'est pour ça qu'il y a un enthousiasme autour de cette équipe parce qu'on sent qu'elle peut faire quelque chose, mais elle peut aussi malheureusement se heurter à un obstacle parce qu'il y a des petits péchés de jeunesse qu'on a vus dans les matchs de préparation, notamment en défense où ils ont pris des buts assez bêtes comme on dit. Alors, on est 20 ans après le 98, après Paris 98, après ce 12 juillet mémorable. Vous étiez déjà à Europe 1, vous aviez commenté cette finale ? Alors non, je ne l'avais pas commenté parce qu'à l'époque, je venais d'arriver à Europe 1 et j'étais correspondant à Marseille. Mais j'avais couvert la Coupe du Monde depuis Marseille et on m'avait envoyé, alors ça c'était quand même un truc assez intuitif et une bonne idée finalement, on m'avait envoyé le soir de la finale, on m'a dit toi tu vas aller là où vivait Zidane, avant même de savoir qu'il allait être le héros de cette finale. Et donc j'ai vécu cette finale dans le quartier de la Castellane à Marseille. Pour ceux qui connaissent, c'est un quartier très mal famé. J'étais avec des gens qui n'étaient pas du tout recommandables, certains voulaient pas du tout d'ailleurs donner leur nom parce qu'ils devaient avoir quelques soucis de casier judiciaire, mais j'étais avec ceux avec qui il avait grandi, parce que c'est ça aussi à Marseille, c'est que lui, il a eu la chance d'avoir le football pour se sortir de cet endroit qui est pas très recommandable, mais d'autres, vivent là-bas et font toutes sortes de choses qui sont pas très légales. Et donc j'ai vécu cette finale avec eux, parce qu'ils regardaient le match quand même, évidemment. Oui. Et c'était assez sympa, parce qu'il y avait ses frères aussi qui vivent toujours là-bas. Donc voilà, ça m'a permis de faire un reportage assez sympathique du coup, parce que c'est devenu le héros ce soir-là de tout le pays. Eh bien, Jean-Charles Banoun, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir commenté ces Coupes du Monde et d'avoir commenté en tout cas ce début de Coupe du Monde, vos impressions après ce début de Coupe du Monde hier au Mondial. Et j'espère peut-être qu'à la fin de ce mois qui va être, on le sent déjà même sur le plan international, on sent que l'actualité diplomatique, politique, sécuritaire risque de baisser et c'est pas un mal obligatoirement au profit du foot. On espère peut-être à la fin de cette Coupe du Monde pouvoir à nouveau avoir vos sentiments et essayer peut-être espérer en tout cas que la France fasse une belle prestation pendant ce mois de mondial à Moscou et en Russie. Merci Jean-Charles Banoun d'avoir été avec nous ce matin.
Merci Daniel, bonne Coupe du Monde à vous. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, il est 8h23 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause. Eliana Grünfenkel dans quelques instants pour sa chronique Un jour notre histoire.